Je vais tenter cet après-midi une analyse critique de la capabilité. La théorie des capabilités d'Amartya Sen apparaît en 1985 dans l'article Rights and Capabilities, les capabilités reflétant la liberté de mener différents types de vie. Sen édifie cette théorie comme le socle commun de ses réflexions sur le social choice, où il a écrit le fameux paradoxe du libéral parisien, et de ses propos sur l'éthique économique, notamment la nécessité de la liberté positive, qui fait de la capabilité la liberté de choix. Il procédera ensuite à une extension de son concept, à une théorie générale du développement, où il effectue, selon Paul Ricoeur, une révolution conceptuelle. Puis la capabilité l'amène à une théorie réaliste de la justice, sans compter des fresques plus générales sur les politiques économiques, la démocratie, les identités et la violence, les élites au pouvoir. Ces applications et les multiples gloses qui accompagnent la pensée du maître dévoilent, en voulant la simplifier, une perte en originalité et un manque de rigueur. La théorie des capabilités a largement inspiré la réflexion sur le développement, au point d'être dénaturée sous la forme générale de la liberté de choix. Par exemple, selon un effet de mode, le rapport 2014 du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, assimile les capabilités à des facteurs de résilience. De même, on voit que des inégalités sont estimées à partir des capabilités au lieu des revenus et prétendent à une théorie de la justice. Ainsi popularisée, la théorie des capabilités a évolué vers la liberté de choix, vers uniquement la liberté de choix, à savoir de choisir la vie que l'on a envie d'assumer. Mais en tant que liberté de choix, cette théorie perd en originalité. Par exemple, la capabilité déjà présente dans les travaux de Margaret Mead, de l'ethnologue Margaret Mead en 1928, qui évoque la liberté de choisir entre plusieurs modes de vie et en même temps évoque les coûts associés à ces changements. De même, on peut remonter à Marx et sa critique du travailleur libre. La liberté, la capacité, c'est la liberté de se faire exploiter. Le coût de la capacité n'est pas abordé par Amartya Sen, qui ne précise pas son sujet, le sujet de la capacité, à savoir la personne individuelle ou collective, égoïste ou altruiste, bienveillante ou malveillante, avec la possibilité d'avoir des capacités négatives. La capacité en tant que liberté de choix n'est qu'un aspect des capacités de la personne qui sont pour Ricoeur, dans la phénoménologie de l'homme capable, dire, faire, s'imputer, narrer. La capacité de la liberté est d'une capacité partielle visant le bien-être qui serait prioritaire par rapport à une diminution de la souffrance. Ainsi, si je crie famine, je mettrai en avant ma capacité à trouver la nourriture. C'est bien une obligation ici de survie par rapport aux autres, comme composante d'un système de droits et d'obligations que je retrouve. Le droit à choisir un type de vie est un set d'obligations. Par exemple, le droit des transferts venant de ma famille dépend de la satisfaction que j'ai effectuée des obligations communautaires. Face à la liberté de choix, le concept central de son œuvre permet à Amartya Sen de boucler avec élégance sa conception d'économie par son concept de liberté, extirpé de la théorie du choix social. Ainsi, le dualisme caractérise la démarche de Sen, avec d'un côté un pied dans le social choice et l'autre dans l'économie du développement. Grâce à la capacité, le dualisme devient une démarche unique. Dès lors, Sen surestime la capacité comme le meilleur concept pour étudier les inégalités. Bien meilleur selon lui que la philosophie transcendantale. Mais cette démarche est-elle rigoureuse? Au-delà de l'opérationnalité de la liberté de choix, le concept de liberté sous sa forme logique pose de sérieux problèmes. D'abord, en tant que norme paradoxale. Il faut la liberté. On doit établir la liberté. Tout ceci est paradoxal. Mais cette norme, il faut la liberté, est automatiquement réalisée telle qu'elle est écrite, contrairement aux règles de la déontique. Enfin, l'écriture de la liberté est incorrecte compte tenu des règles de l'implication et devient par corruption une dictature. On retrouve ici le paradoxe de la redistribution optimale, qui pour assumer la liberté de choix des donateurs implique une société totalitaire. Enfin, l'agrégation des libertés pose de sérieux problèmes inhérents à l'agrégation du choix social. L'impossibilité du choix social qui caractérise l'école correspondante s'applique fatalement à des capacités confondues en libre choix.
En définitive, la pensée de Sen s'enferme dans la philosophie, dite radicale, en refusant aussi bien la responsabilité imputée personnellement que la justice dite transcendantale ou encore l'institutionnalisme transcendantal, catégorie dans laquelle il place Kant et Rawls. Sen n'a jamais tenu compte de la phénoménologie, malgré les compliments de Paul Ricoeur dans les parcours de reconnaissance, ni les multiples suggestions de ses lecteurs. Il oppose aux philosophes une comparaison réaliste, soi-disant réaliste, des situations réelles par le ranking des économistes, le classement par rang des économistes. L'argument du réalisme des possibilités concrètes est répété ad nauseam pour montrer la supériorité des capacités par rapport aux institutions justes dans sa théorie de la justice. Mais peut-on imaginer des choix sans contrainte, une pure liberté? Le juste, pour Aristote, observe la loi à ses obligations, d'abord. Il respecte l'égalité et ne prend pas plus que son dû. Sen reste obstinément arc-bouté sur les droits, négligeant les obligations et les souffrances qui permettent de compléter la personne. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.